Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est encore là. En tout cas, pour ceux qui sont déjà là, bah, écoutez, merci de nous rejoindre pour ce live aujourd'hui. Je m'appelle Julie Mariuzzo. Je suis conseillère en immigration agréée par le gouvernement néo-zélandais. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Tatiana, qui est aussi conseillère en immigration agréée par le gouvernement néo-zélandais, et Marie, qui est notre manager de communication et marketing. Euh, Aujourd'hui, le sujet de notre live, ça va être le visa de travail qui s'appelle Accredited Employer. Et on va faire un petit peu le point sur ce visa parce qu'il y a eu pas mal de changements en début d'année jusqu'au mois de juin, là, les plus récents. Donc on va refaire un petit peu le point. Marie m'a demandé de vous rappeler de bien éteindre vos caméras et vos micros, voilà, si jamais c'est pas déjà automatiquement fait. Qu'est-ce que je peux vous dire sur nous? Personnellement, je suis Immigration Advisor depuis 2016. Non, 17. Euh, Attendez, non, 2019. Voilà, mais je travaille dans l'immigration avec Philippe depuis 2017. Voilà, j'ai un petit peu d'expérience. Et Tatiana nous a rejoint en 2021, voilà, après avoir fait sa formation. Euh, New Zealand Services, c'est une entreprise qui existe depuis 2014. C'est une entreprise française et francophone, enfin, qui a pour but d'aider une clientèle principalement francophone, mais pas que, à réaliser leurs projets en Nouvelle-Zélande. Ça peut être des projets d'immigration, évidemment, mais pas que. On assiste aussi nos clients sur des projets d'achat immobilier, par exemple, ou d'investissement en Nouvelle-Zélande, sur des projets d'éducation, donc de reprise d'études, par exemple, ou de séjour linguistique, voilà, des rachats d'entreprises. Enfin, on a plusieurs services, le but étant de pouvoir répondre à la demande aux demandes de tous nos clients. Voilà. Je vous invite à poser des questions. Voilà, à la fin du live, on aura une partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions et puis on essaiera d'y répondre comme on peut. Et Marie postera le live en replay sur nos réseaux si jamais voilà, vous voulez le revoir. Dans quelques jours, il sera disponible en replay. Et puis voilà, c'est parti. Bien. Merci Julie. Merci Marie Ben, aussi d'avoir organisé, coordonné cet événement. Donc effectivement, très brièvement, comme Julie l'a dit, nous sommes donc conseillères agréées par le gouvernement. Et juste, je rajoute, ce sera, comment dire, relevant pour la fin des slides. Avant de faire du conseil en immigration, j'étais DRH et aussi je gérais des établissements de petite enfance. Donc vous verrez que j'ai un peu une casquette RH aussi et également finance parce que j'ai aussi fait de la finance auparavant. Bref, donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Ah bah tiens, j'aurais pu passer là-dessus. Pardon, j'avance donc dans les slides. Alors, on va peut-être commencer juste brièvement par vous rappeler pourquoi il peut être intéressant de vous faire accompagner dans votre projet d'immigration. Alors, tout le monde est différent, hein, chaque personne est différente. Certaines personnes vont pouvoir prendre en main leur dossier sans aucun problème, et puis d'autres vont trouver ça plus compliqué. Et d'ailleurs, ceux qui pourraient penser qu'ils vont pouvoir faire ça sans aucun problème, parfois se retrouvent avec des gros problèmes avec l'immigration. En fait, l'avantage de nous parler, de nous engager, au moins pour des consultations, c'est que on peut vraiment vous déblayer le terrain en fait et vous expliquer beaucoup plus clairement les règles de l'immigration pour que vous sachiez un peu mieux où vous allez et prendre moins de risques. Quels risques? Les risques déjà c'est de vous planter avec l'immigration, tout simplement, de ne pas avoir votre visa ou de vous retrouver carrément dans l'illégalité. Mais également des risques financiers, parce que sur certaines candidatures, vous pouvez avoir décaissé quand même beaucoup de sous. Et si vous vous êtes trompé dans votre croyance sur votre dans votre croyance pour votre éligibilité, vous risquez de perdre pas mal d'argent.
En plus, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu anxieux, nous sommes là pour prendre votre stress, même si personnellement je suis aussi très anxieuse. Euh, nous sommes quand même là pour maîtriser le sujet en fait et vous aider le mieux possible. Et par ailleurs, sachez que notre profession est régie par un strict code de conduite. Nous avons un organisme gouvernemental qui nous régit qui s'appelle l'Immigration Advisors Authority, qui nous impose donc un code de conduite et donc il y a toute une législation qui nous régit donc, qui fait que bah, vous êtes protégé en fait en cas de problème. Vous avez une organisation vers laquelle vous pouvez vous tourner pour vous défendre. Voilà. Alors, la Nouvelle-Zélande, pour ceux d'entre vous qui n'y sont pas encore ou qui se demandent s'ils ont envie d'y rester, bon, je ne vais pas revenir sur chaque point, mais de manière générale, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pays où il fait bon vivre. Euh, on est sur un pays dynamique où les gens sont dynamiques et positifs. Système éducatif, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'école pour les enfants ou comment dire, une nouvelle formation. Le système éducatif est intéressant et différent de ce qu'on peut connaître en France, notamment. C'est un pays qui est assez sûr en termes de sécurité. Évidemment, pour ceux d'entre vous qui aiment les grands espaces, c'est un très beau pays avec beaucoup d'endroits à découvrir en Nouvelle-Zélande et en plus très safe. Je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui veulent découvrir dans des randos ou en vélo ou je ne sais comment. C'est très safe. Et comme la Nouvelle-Zélande est un tout petit pays, c'est avec peu de population finalement, c'est un pays qui a beaucoup besoin d'immigration, ce qui fait que c'est un pays très cosmopolite et qui est vraiment très intéressant pour nous autres qui avons euh, comment dire, pas des préjugés, mais on peut avoir des problèmes de là où on vient. Donc, aller voir les choses sous un autre angle, ça peut être très intéressant. Et enfin, effectivement, la qualité de vie qui est beaucoup plus équilibrée entre vie privée et vie professionnelle. Il n'est pas peu commun en Nouvelle-Zélande de partager le fait qu'on ait besoin d'aller chercher les enfants ou qu'on ait un rendez-vous chez le médecin pour demander à s'absenter du travail un peu plus tôt. C'est beaucoup mieux vu que dans certaines villes françaises. Alors, allez, le vif du sujet. L'Accredited Employer Work Visa, appréciez l'accent. AEWV ou AEWV, c'est donc le visa finalement standard de travail. Il y a d'autres visas de travail, mais celui-là, c'est vraiment le visa standard pour quelqu'un qui vient en Nouvelle-Zélande sans être transféré, par exemple, par une organisation française. Pour ceux d'entre vous qui vont donc venir en Nouvelle-Zélande ou qui vont vouloir rester en Nouvelle-Zélande, bah, vous allez très certainement viser ce visa-là. Il y a d'autres, hein, mais bon, aujourd'hui, on zoome là-dessus. Alors, les grandes lignes de ce visa, qu'est-ce que c'est? C'est que déjà, alors on va pas se mentir et il va falloir trouver un poste. Pour pouvoir postuler pour ce visa-là, il faut vraiment avoir une offre d'emploi à temps plein. Alors, Julie va revenir sur tous les détails là-dessus plus tard, mais moi, je vous donne vraiment pour l'instant la base. Ensuite, cette offre d'emploi à temps plein, déjà, il va falloir que vous puissiez prouver que vous êtes compétent pour le poste auprès de l'immigration. Il va falloir que l'employeur qui vous offre le poste soit ce qu'on appelle accrédité par l'immigration. Donc, ils ont une candidature à faire. Je vais lire, on reviendra là-dessus par la suite. Il faut que l'offre d'emploi remplisse un seuil de rémunération qui est le salaire médian dans la majeure partie des cas. En ce moment, pour info, il est à 29,66 $ de l'heure brute. Dans la majeure partie des cas également, l'employeur, avant de pouvoir vraiment vous offrir le rôle formellement, il faut qu'il puisse prouver qu'il n'a pas pu recruter de Néo-Zélandais, donc des citoyens, ou de résidents. Il y a des exceptions quand le poste est considéré comme étant hautement qualifié et en demande, c'est ce qu'on appelle des postes qui figurent sur la green list, la liste verte, ou si le poste est extrêmement bien rémunéré, c'est-à-dire 2 fois le salaire médian, donc pas loin de 60 $ de l'heure.
Également, nous n'avons pas mis sur cette slide, mais ça serait bien de le savoir quand même. Lorsque vous détenez ce visa-là, vous vous êtes lié en fait à l'employeur et au job. Ce qui fait que si par la suite vous voulez changer d'emploi ou d'employeur ou de région, il va falloir faire une demande de variation de conditions qu'on appelle techniquement en anglais le job change. Voilà. Voilà pour les bases sur ce visa-là. Ah oui, également, basique, Julie reviendra là-dessus. Dans certains cas, ce visa-là vous permet aussi de sponsoriser ou de supporter votre partenaire et les enfants, dans certains cas. Julie reviendra là-dessus par la suite. Voilà. Alors, on a dit, Julie, que je faisais celle-là, hein, encore. Après, Julie Oui. rentrera dans plus de détails. Alors, vous rappelez certainement que je vous ai dit qu'il fallait que l'employeur soit accrédité pour pouvoir vous offrir le rôle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette accréditation? Alors déjà, pour commencer, pour vous, hein, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, vous voulez certainement savoir, mais comment je fais, moi, pour savoir si l'employeur est accrédité? Ben, en fait, tout simplement, sur le site de l'immigration, vous pouvez trouver, on vous a mis le lien là, mais vous pouvez taper dans la barre de recherche sur le site de l'immigration, vous pouvez taper List of Accredited Employer ou quelque chose dans ce goût-là, et vous trouverez, il y a une liste en fait aujourd'hui, au jour où vous allez faire votre demande, enfin votre recherche, vous verrez une liste d'employeurs accrédités. Dans l'absolu, si l'employeur n'est pas accrédité, ça n'est pas la fin du monde, mais il va falloir qu'il le soit au moment où vous allez vouloir faire votre candidature à votre visa. Euh, Juste pour que vous sachiez dans les grandes lignes, qu'est-ce que l'employeur doit faire pour être accrédité. Donc déjà, ils ont une candidature à faire sur le site internet de l'immigration. Et dans le cadre de cette candidature en ligne, il faut qu'ils répondent à des questions par rapport à leur solvabilité, leur comment on dit, leur respect des règles de l'immigration, du droit du travail, santé, sécurité et puis management d'entreprise. Voilà, alors généralement, ça repose sur du déclaratif, mais l'immigration peut demander avoir des preuves de la bonne foi de l'employeur dans certains cas. Ce qui, attention, si votre employeur, enfin, si votre futur employeur n'est pas encore accrédité, attention, ça peut ralentir un peu la démarche. Également, une fois que l'employeur est accrédité, en fait, il faut qu'il s'engage à fournir des informations à ses salariés sur des AEWV, notamment sur l'installation en Nouvelle-Zélande et sur leurs droits en termes de droit du travail. Voilà. L'accréditation, juste pour que vous le sachiez, le processus d'accréditation peut prendre aussi peu que 2 à 3 jours, comme ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Donc, il faut prévoir ce type de délai si vous êtes un peu dans l'urgence et que vous souhaitez postuler pour votre visa par ailleurs. Parce que tant que cette étape n'est pas remplie, vous ne pourrez rien faire. Voilà. Ensuite, voilà. Maintenant, Julie va vous Mm. parler des détails plus techniques de l'AEWV. Oui, c'est mon tour. Alors, je me suis juste noté effectivement deux, trois petites choses à rajouter sur le Accredited Employer qu'on n'a pas mis sur la slide. En fait, c'est un visa qui se déroule du coup en trois étapes. C'est vrai que la première étape, du coup, c'est l'accréditation. Et comme Tatiana vous l'a dit, si un employeur n'est pas accrédité, bon, voilà, c'est pas une fatalité hein, en soi. C'est une démarche qui est relativement facile et dans la plupart des cas rapide à obtenir. Mais la seconde étape, en fait, c'est le job check. Et le job check, c'est une étape qui peut quand même prendre plus de temps. C'est l'étape notamment où l'employeur va donner voilà, toutes les informations sur un poste spécifique voilà, pour lequel il veut recruter. Ça va être des détails aussi triviaux que les heures de travail, le lieu de travail, le salaire, par exemple, le type de compétences, d'expérience ou de qualification que l'employeur recherche chez un candidat. Et ça va aussi être une étape où, dans certains cas, si l'emploi n'est pas sur la green list ou qui n'est pas rémunéré voilà, un certain seuil, l'employeur va devoir prouver en fait qu'il n'y a pas de Néo-Zélandais ou de citoyens ou de résidents néo-zélandais disponibles. Et donc, du coup, il faut à cette étape qu'il ait passé une annonce et qu'il explique pourquoi tout Néo-Zélandais qui est postulé voilà, n'est pas, enfin, ne fasse pas l'affaire, quoi. Donc, du coup, le passage de l'annonce, il est régi à des règles strictes. Je vais revenir un petit peu dessus tout à l'heure.
Et c'est du coup une démarche qui peut prendre du temps. L'accréditation, ça peut être très rapide, comme Tatiana l'a dit. Bon, ça peut aussi être long. Mais le job check, c'est pas quelque chose qui est typiquement rapide. Je dirais que en moyenne, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Tatiana, mais on est sur minimum, quand ça se passe bien, 3 semaines. Vraiment, quand ça se passe très très bien et que tout marche comme sur des roulettes, que ça va très très vite. Et des fois, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Donc, du coup, effectivement, c'est des délais qu'il faut garder en tête quand vous allez postuler. Surtout que, du coup, ce n'est que la deuxième étape. Et vous, par la suite, vous allez devoir, une fois que l'employeur a eu son job check, il va pouvoir nominer un migrant, donc vous. Et vous, à cette étape, vous allez devoir postuler pour votre visa. Et l'obtention du visa Accredited Employer, ça peut aussi prendre, voilà, 3 semaines quand ça se passe vraiment très très bien, et 2, voire 3 mois en ce moment quand ça se passe moyennement bien. Enfin, moi, c'est le genre de délai que j'ai eu. Peut-être que Tatiana a eu autre chose, mais on est sur cet ordre-là en tout cas. Donc du coup, voilà, si vous mettez tout bout à bout, que l'employeur n'a pas du tout fait son accréditation par exemple et que vous partez vraiment de zéro, bon bah c'est un processus qui peut prendre 6 mois. Voilà. Et quand tout se passe très très bien, que l'employeur est très très organisé, etc. Bon bah ça peut prendre, voilà, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, mais c'est vraiment des cas qui sont très très rares. En général, au total, on est quand même plutôt sur des délais de 4 5 mois. Voilà. Euh, donc, effectivement, je vais vous parler des notions qui sont très importantes, que sont celles de l'ANZSCO et de la Green List. C'est important effectivement pour voilà, ce dont je vais vous parler par la suite. Donc, l'ANZSCO ou ANSCO, voilà, comme on aime bien le dire, c'est une base de données en fait qu'utilisent l'Australie et la Nouvelle-Zélande et qui répertorie la plupart des professions voilà, qui existent, hein, et qui va classer ces professions par niveau de qualification, euh, en fonction voilà, de la technicité, du niveau d'études qu'il faut ou voilà, des années d'expérience nécessaires, et qui va attribuer en fait à cette profession un niveau. Donc 1 étant le plus qualifié, comme vous pouvez le voir sur la slide, 5 étant le moins qualifié. Euh, les professions de 1 à 3 sont considérées comme étant qualifiées et les professions 4 et 5, que vous voyez en orange sur la slide, sont considérées comme peu qualifiées. Vous avez des exemples de professions, mais voilà, effectivement, tout ce qui peut en gros être appris sur le tas en l'espace de quelques semaines, on va être sur des professions qui sont peu qualifiées, et tout ce qui nécessite d'avoir une certaine technicité, voire enfin, une très grande technicité, comme par exemple le chirurgien, vous n'avez pas envie qu'il ait appris en 3 semaines. Donc voilà, tout ça, c'est des professions qu'on va considérer comme qualifiées et donc enfin, voilà, qui vont vous donner comment dire, un champ de possibilités un peu plus élevé. Et la plupart des changements en fait, qu'a fait l'immigration concernent les professions qui sont peu qualifiées, donc les professions 4 et 5. Donc voilà, c'est important d'avoir en tête que au moment où l'employeur va faire son job check, par exemple, c'est très important qu'il choisisse bien le niveau en fait de l'offre, puisque du coup, ça va déterminer beaucoup de choses par la suite. Et en l'occurrence, si jamais certains d'entre vous se posaient la question, ça sert à rien de surgonfler un poste, puisque l'immigration en fait va récupérer la job description du poste pour lequel vous postulez, va récupérer sa database ANSCO et va comparer. Et si le poste a été surgonflé, va le voir immédiatement. Voilà que donc il y a voilà, un employeur pourrait très bien déterminer que un poste est de niveau 3 et l'immigration a récupéré la job description et dire non, non, pas du tout. En fait, le poste est de niveau 4 et donc du coup, voilà, vous allez avoir forcément des conditions qui seront moins avantageuses. La seconde chose voilà, dont on a un petit peu parlé et que je voulais aborder pour que vous ayez bien en tête ce que c'est la Green List. Donc la Green List, c'est une liste des professions qui sont en demande en Nouvelle-Zélande. Donc il y a un petit peu de tout, hein. Il y a des professions qualifiées comme des professions moins qualifiées. Évidemment, en Nouvelle-Zélande, comme dans le reste du monde d'ailleurs, les professions médicales et les professions voilà, d'informatique et dans l'ingénierie sont voilà, très recherchées. Il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres postes type auditeur, voilà, ce genre de choses, enseignant, voilà, de la petite enfance au secondaire. Voilà, il y a un certain nombre de professions qui sont recherchées, mais il y a aussi des professions peu qualifiées, comme par exemple
je sais plus comment on dit en français, matons, enfin les personnes qui travaillent dans les prisons. Désolée, j'ai pas le terme français, il me semble que c'est maton. Ou par exemple les professions de d'aide-soignante, enfin qui font partie d'un corps spécifique, mais voilà. En tout cas, il y a plusieurs types de professions, y compris des professions non qualifiées dans la green list. Donc c'est pour ça que c'est important de garder en tête la green list, puisque le niveau de qualification ne fait pas tout. Il y a des exceptions si la profession est peu qualifiée, mais qu'elle est dans la green list. Pour considérer qu'un emploi est dans la green list, vous devez effectivement avoir l'emploi qui est sur la liste, donc on vous propose formellement cet emploi, et il faut que vous puissiez remplir les conditions qui sont associées à cet emploi dans la liste. Pour certaines professions, ça va être des conditions de salaire, par exemple. Pour d'autres types de professions, ça va être des conditions de diplôme. Il faut obtenir un certain diplôme ou, voilà, ou avoir obtenu un certain diplôme. Pour certaines autres professions, je sais pas, on va être sur de l'expérience. Enfin, ça dépend vraiment. Mais en tout cas, il faut remplir les critères de la liste voilà, pour la profession. Et il faut que la description du poste corresponde à voilà, à ce poste qui est listé dans la green list et sa description dans la base de données ANZCO. Voilà, je pense que tu peux changer de slide. Je, Vas-y. Julie, je me demandais juste si tu voulais juste préciser quel était l'intérêt d'être sur la green list quand on pouvait. Effectivement. L'intérêt d'être sur la green list, c'est que ça vous apporte des avantages non négligeables. Alors, on refera peut-être un point sur le sujet, mais dans le cadre du visa Accredited Employer, l'avantage principal, c'est que l'employeur n'a pas besoin de justifier qu'il n'y a pas de Néo-Zélandais qui sont enfin, voilà, qui ont postulé pour le poste. Ils n'ont pas besoin de passer une annonce. Donc, ça raccourcit quand même clairement le délai. L'autre avantage, et on va y revenir, c'est que si vous avez un emploi qui est sur la liste pour une profession non qualifiée, vous pouvez quand même soutenir vos partenaires et vos enfants. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, de non négligeable quand on fait une immigration, notamment en famille. Euh, un autre avantage voilà, qu'on pourra aborder lors d'un autre live, c'est que avoir un emploi sur la green list vous donne un accès, on va dire, plus facile au visa de résident. Et quand on veut migrer en Nouvelle-Zélande, le visa de résident, c'est voilà, le but ultime vers lequel vous voulez tendre, parce que c'est un visa qui vous donne beaucoup plus de flexibilité. Comme Tatiana vous l'a dit tout à l'heure, en fait, le visa Accredited Employer et voilà, la plupart des visas de travail de manière générale vous lie à un employeur, à un poste et à une région, alors que le visa de résident, du coup, vous donne toute flexibilité pour travailler pour qui vous voulez. Vous pouvez également voilà, avoir un side business, vous pouvez monter votre propre entreprise et arrêter d'être salarié. Enfin, il y a plusieurs avantages et on pourra y revenir dans un prochain live. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet là, mais effectivement, être dans la green list, c'est quand même très, très avantageux pour beaucoup de raisons. Est-ce que tu peux Bon, changer de slide, j'ai bien Tatiana? passé le slide. C'est pas le slide Ah là? bon? Ah oui, pardon. Attends. Si, si, si. Ah oui, C'est c'est bon? bon. C'est celui-là. My bad. Euh, donc, effectivement, il y a eu plusieurs changements récents sur le visa Accredited Employer. Les premiers changements ont eu lieu au mois d'avril. Euh, Ça nous a mis un petit coup derrière la tête parce que, en fait, on avait beaucoup d'espoir pour ce gouvernement. Le gouvernement d'avant avait fait des changements déjà assez drastiques sur l'immigration et c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, ça reste un petit pays qui repose beaucoup en fait hein, sur l'immigration. Voilà, donc on avait quand même espoir que ce gouvernement soit un petit peu plus favorable à l'immigration que le précédent. Bon, autant vous dire qu'on a été un petit peu déçus. Les changements qui ont été faits au mois d'avril ont vraiment enfin, voilà, mis en difficulté pas mal de gens qui étaient déjà en Nouvelle-Zélande et qui allaient postuler pour leur visa. Euh, donc le premier changement que l'immigration a opéré au mois d'avril, c'est qu'ils ont instauré en fait des compétences minimum. Donc aujourd'hui, quand vous avez un visa de travail accredited employer, vous devez prouver en fait que vous remplissez les critères de l'employeur tels que l'employeur les a euh, déclarés en fait au moment du job check et dans son annonce. Donc par exemple, j'en sais rien, il est possible que votre employeur demande que vous ayez un permis de conduire ou
voilà, que vous ayez la maîtrise d'un logiciel spécifique. Donc ça, c'est des critères qui sont vraiment spécifiques à ce que l'employeur vous demande. Mais l'immigration a mis en place des critères qui sont vraiment spécifiques à l'immigration et qui concernent absolument tout le monde. Donc ces critères, c'est qu'il faut avoir au moins 3 ans d'expérience pertinente dans enfin, voilà, par rapport à votre offre d'emploi. Et si vous n'avez pas ces 3 ans d'expérience, vous devez avoir un diplôme. Alors, soit un diplôme en dessous de la licence, auquel cas il doit faire l'objet d'une équivalence par un organisme qui s'appelle le NZQA. NZQA, c'est celui qui, voilà, qui régit en fait les diplômes et les équivalences de diplômes en Nouvelle-Zélande. Euh, et le diplôme, s'il est en dessous de la licence, il doit être pertinent aussi par rapport à votre offre d'emploi. Ou alors, vous devez avoir un diplôme de niveau licence ou au-dessus. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin de faire l'objet d'une équivalence et il n'a pas besoin d'être pertinent par rapport à l'offre. L'idée derrière ça étant que le diplôme de niveau licence, en général, vous permet une flexibilité intellectuelle, on va dire, qui vous permet de passer voilà, sur tout type d'emploi, que ce soit un poste qualifié, moins qualifié, technique ou peu. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée derrière ce changement du gouvernement. Donc ça, maintenant, c'est obligatoire, voilà, de prouver qu'on est qualifié. Le second changement qui a été mis en place, c'est le niveau d'anglais minimum. Donc, ça concerne que les professions peu qualifiées. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ceux qui ont été visés par ces changements. Donc, maintenant, pour les personnes qui postulent pour un visa accredited employer pour un poste peu qualifié, il faut qu'ils passent un test d'anglais et qu'ils prouvent qu'ils sont voilà, compétents un minimum en anglais. Donc, il y a pas, enfin, c'est pas des scores très très hauts à obtenir, mais vous devez quand même, voilà, quand même parler anglais un minimum voilà, enfin, correctement, suffisamment correctement. Une fois de plus, l'idée derrière, c'est de minimiser l'exploitation. Le discours de l'immigration étant de dire que les professions les moins qualifiées sont celles qui sont le plus sujettes à se faire exploiter par les Néo-Zélandais. Et donc, ils veulent vous donner les armes pour pouvoir voilà, à vous défendre ou alors vous renseigner sur vos droits, enfin, ce genre de choses. Bon, je ne sais pas ce que tu as dit en penses, mais moi je crois que c'est un peu, oui, peut-être un objectif voilà, démagogique, mais la réalité c'est que l'immigration essaie clairement de limiter l'immigration pour les professions les moins qualifiées. Donc voilà, c'est un but qui a été clairement annoncé hein, par ce gouvernement. Donc voilà. Autant sur Euh, le niveau d'anglais, ça ne me dérange pas, mais le niveau de compétence minimum où il faut avoir 3 ans d'expérience ou un diplôme, quand on fait un ah boulot, oui, par exemple, de housekeeper, là, je comprends pas trop l'intérêt. Mais bon. exactement. Euh, L'un des autres changements qui a été mis en place, c'est que la durée du visa a été raccourcie pour les postes non qualifiés. Donc, pour les postes qualifiés, la durée du visa, elle est de maximum 5 ans, sachant que 5 ans, c'est la durée maximum sur laquelle vous pouvez rester en visa accredited employer. Donc, de toute façon, que vous ayez un poste qualifié ou pas, dans cette durée, vous devrez avoir pris une décision. Donc ça, c'est pour les postes qualifiés, c'est 5 ans. Pour les postes non qualifiés, l'immigration a réduit la durée maximum à 3 ans au total sur un visa accredited employer, sachant que le premier visa que vous allez avoir va durer 2 ans et vous pourrez ensuite le renouveler pour une année, mais vous devrez rester sur ce visa accredited employer pour un maximum de 3 ans si vous avez un poste non qualifié. Euh, le quatrième changement important, ça a été de modifier la durée, en fait, enfin, les conditions de publication des annonces pour les employeurs au moment du job check, en fait, quand le poste est peu qualifié. Donc, typiquement, et c'était le cas avant pour tous les postes, l'employeur devait passer une annonce pendant 2 semaines. C'est toujours le cas aujourd'hui pour les postes qualifiés, mais pour les postes non qualifiés, la durée a été passée à 3 semaines, donc 21 jours. Et l'employeur doit en plus se mettre en relation en fait avec Work and Income. Work and Income, c'est un peu l'équivalent de Pôle emploi ou de France Travail, je crois que ça s'appelle maintenant. Et si donc Work and Income réfère des travailleurs qui, voilà, que l'organisation estime qui pourraient être qualifiés, l'employeur quand même enfin, doit les considérer encore plus. Voilà. Et devra voilà, justifier en fait, que ces personnes ne sont pas appropriées pour le poste. Euh,
Donc, si vous avez un poste non qualifié, ça veut dire aussi pour vous qu'il faut prendre en compte voilà, cette durée supplémentaire voilà, d'une semaine. Ça peut quand même faire une différence des fois. Je pense notamment, il y a beaucoup de gens working holiday, par exemple, en Nouvelle-Zélande, qui se décident un petit peu sur la fin de leur visa, qui souhaitent rester en Nouvelle-Zélande et qui, en général, c'est vrai, quand on est en working holiday, on ne fait pas forcément des postes tout le temps, enfin, on fait pas toujours des postes qualifiés. Et, voilà, j'ai beaucoup de clients qui ont fait qui ont occupé des postes de serveur ou de barista, par exemple. Bon, ben voilà, si c'est votre cas, il faut envisager que l'employeur devra du coup passer une annonce pendant 3 semaines et donc, du coup, prendre en compte ce temps en plus du reste dans votre voilà, processus. Voilà. Donc, ça, c'était pour les changements du 6 avril. Récemment, du coup, au mois de juin, l'immigration a mis un nouveau petit coup de massue sur la tête de ceux qui ont des postes peu qualifiés. Et voilà, le nouveau changement en date qui embête bien tout le monde, c'est que maintenant, les titulaires, donc les gens qui vont postuler pour un visa accredited employer, ben, voilà, à partir du 26 juin, du coup, euh, pour un poste peu qualifié, ne pourront plus soutenir les visas des partenaires et des enfants. Donc, typiquement, en fait, quand, juste pour vous redonner un petit peu de contexte, quand vous faites une application de visa de travail, en fait, quand vous immigrez en famille et que vous passez par des visas temporaires, le visa de travail est considéré comme un visa temporaire, de même que les visas étudiants, par exemple, ou les visas visiteurs. Donc, quand vous postulez pour des visas temporaires, vous pouvez, dans certains cas, amener votre famille du coup. Le modèle, c'est qu'il y a une personne qui a un visa de travail principal, donc le visa Accredited Employer Work Visa par exemple, et le partenaire peut se greffer avec un visa de travail sous la catégorie partnership, et les enfants peuvent se greffer aussi avec des visas étudiants sous la catégorie dependent child, donc enfant dépendant. Donc ça, c'est le modèle un peu voilà, typique d'une immigration en famille, chaque personne devant faire sa propre demande de visa. Et voilà, avec les changements du 26 juin, en fait, quand on a un poste peu qualifié, on ne peut plus soutenir sa femme et ses enfants, en gros. Donc si jamais vous avez un poste peu qualifié, vous devez immigrer seul. Voilà, c'est l'idée. Ou alors, votre famille peut éventuellement venir en Nouvelle-Zélande aussi mais en appliquant pour des visas voilà, en leur nom propre, avec leurs propres conditions. Ils ne peuvent pas du tout être liés en fait à votre visa. Donc, bah voilà, enfin, une fois de plus, c'est un changement qui a été annoncé de manière assez soudaine et qui a mis beaucoup de personnes voilà, dans l'embarras. Et, et c'est une façon, une fois de plus, de limiter l'immigration des professions les moins qualifiées, puisque voilà, ce gouvernement a bien annoncé qu'il n'avait pas l'intention de continuer à laisser les vannes ouvertes voilà, pour les postes non qualifiés. Il y a des exceptions. Si jamais vous avez un poste peu qualifié, mais qu'il est sur la green list, par exemple, vous pouvez bénéficier d'une exemption. Je vais quand même revérifier tout ce que je dis, hein. Désolée, j'ai pris quelques notes, mais comme c'est un changement qui est assez récent. Euh, voilà, donc si le poste est sur la green list et qu'il est rémunéré au moins au salaire médian, donc Tatiana vous l'a dit tout à l'heure, le salaire médian aujourd'hui pour les visas de travail, il est à 29,66. Donc voilà, si vous remplissez ces conditions, vous pouvez toujours soutenir femmes et enfants. Si votre salaire est à au moins une fois et demie le salaire médian de la résidence, attention, le salaire médian applicable pour la résidence, enfin pour la catégorie Skill Migrant, est différent du salaire médian qui est applicable pour le visa de travail. Pour la résidence sous la catégorie Skill Migrant, le salaire médian, il est à 31,61. Donc, si vous êtes payé une fois et demie 31,61, vous pouvez toujours amener votre partenaire et vos enfants. Si vous êtes payé 2 fois le salaire médian applicable au visa de travail, donc 2 fois 29,66, vous pouvez toujours amener femmes et enfants. Et la dernière exception, c'est si vous êtes déjà sur un, comment dire, un visa voilà, pour une profession peu qualifiée et que vous avez déjà en fait femmes et enfants qui sont ici, enfin, qui sont en Nouvelle-Zélande avec des visas dépendants, alors à ce moment-là, ils peuvent continuer à bénéficier des visas. Je précise que c'est vraiment très technique, donc n'hésitez pas à poser des questions dans la partie questions-réponses voilà, du chat.
Et Marie me signale de ne pas lever la main, mais voilà, de noter vos questions plutôt dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. J'ai bien compris que c'était quand même très très technique, donc effectivement, surtout n'hésitez pas à poser de questions. Le but, c'est que vous repartiez avec des informations qui soient très claires. Voilà, je vais... Ah oui, non, c'est encore moi ça. Alors, on va parler un peu... C'était moi, hein, Tatiana? Oui, oui. Oui, il me semble que ok, très bien, merci. Euh, je vais vous parler un petit peu voilà, du budget et du processus d'obtention. Donc, en termes de budget, à prévoir. Alors, c'est une excellente question. Donc, je vais vous donner les coûts, enfin, plus ou moins, voilà, de manière individuelle. Donc, pour une personne qui souhaite immigrer seule, du coup, sachant que si vous immigrez avec vos partenaires, enfin, votre partenaire et vos enfants, vous ne devez pas multiplier ces coûts puisque chaque visa a un coût spécifique, mais voilà, prévoir également des coûts pour votre partenaire et vos enfants. Mais je vais vous donner un petit peu un ordre d'idée. Donc, le premier coût qui est obligatoire, c'est le coût du visa, puisque l'immigration voilà, facture votre demande de visa. La demande de visa pour un visa Accredited Employer, elle coûte 750 $, sachant qu'on parle de dollars néo-zélandais. Si jamais vous amenez votre partenaire et vos enfants, le visa pour le partenaire, il est à 700 $ et les visas pour les enfants, alors si c'est des visas étudiants, on est sur 375, je crois. 15, ouais. Et pour les visiteurs, 211, Ouais. c'est ça? Alors, ça Ouais, dépend 211, quand on c'est ça. postule depuis la Nouvelle-Zélande ou Ouais, depuis l'étranger. Mais voilà. bon, c'est dans ce là. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc évidemment, comme je vous disais, c'est un visa par personne. Si vous avez trois enfants, ben, voilà, il faudra multiplier par autant d'enfants que vous avez. Donc ça, c'est des coûts de toute façon que vous devez prévoir, hein. Si vous appliquez pour un visa, vous devrez forcément payer au moins cette somme. Euh, Dans la plupart des cas, vous devrez passer une visite médicale et une radio des poumons, et ou une radio des poumons, c'est pas toujours le cas. La radio des poumons, elle est obligatoire que pour les personnes de plus de 11 ans, et les femmes enceintes, ils ne sont pas soumises. Donc voilà, les enfants de moins de 11 ans, les femmes enceintes n'ont pas besoin de passer de radio des poumons, mais la visite médicale concerne tout le monde, y compris par exemple les nourrissons, enfin tout le monde, tout le monde. Euh, une visite médicale à Auckland, ça coûte aux alentours de 300, ouais, 320 dollars, voilà, visite médicale avec radio des poumons. Donc, c'est voilà, un coût à prévoir. Et comme je vous dis, à multiplier d'autant de personnes qui émigrent avec vous. Si vous devez passer un test d'anglais, c'est pareil, c'est assez variable, mais le coût d'un test IELTS, par exemple, à Auckland, on est autour de 350 dollars. La traduction de documents, c'est pas forcément toujours le cas, mais franchement, souvent, il y a quand même au moins un ou deux documents à traduire. C'est difficile à quantifier les traductions, pardon, déjà parce que c'est difficile de savoir combien de documents vous aurez à faire traduire, et c'est aussi, enfin voilà, difficile de déterminer sans l'avoir vu la complexité du document. On va dire que pour un document basique, une traduction, ça coûte entre 30 et 45 dollars la page. Si vous êtes sur des traductions plus complexes de documents médicaux, par exemple, voilà, évidemment, le tarif va monter, mais on est sur cet ordre d'idée. Euh, si jamais vous prévoyez d'immigrer et que voilà, vous envisagez de faire des traductions, bon, déjà, il faut passer par un traducteur agréé, ça c'est la base. Il faut qu'il soit agréé soit dans le pays de destination, du coup la Nouvelle-Zélande, soit dans votre pays d'origine. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. L'autre chose, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de clients qui ont tendance à voilà, en faire beaucoup et à faire traduire voilà, des documents qui sont pas forcément pertinents. Donc, bon, ça peut être intéressant pour vous, pourquoi pas, au moins de réserver une consultation. Alors, pas juste pour savoir si effectivement il est enfin, pertinent de faire traduire tel ou tel document, mais voilà, vous pouvez en profiter pour poser toutes vos questions sur l'immigration et aussi voilà, vous assurer que vous n'allez pas, je sais pas moi, régler, enfin, vous faire facturer la traduction de documents qui n'avaient absolument aucun intérêt pour votre application. Les extraits de casier judiciaire, alors pour les Français, c'est gratuit. Donc voilà, ça c'est simple. Mais le casier judiciaire, en fait, vous devrez le fournir. Donc
dans toutes les applications, vous allez rester plus de 24 mois en Nouvelle-Zélande, tout temps confondu. Voilà, tous séjours confondus, donc en une fois ou en plusieurs. Donc, si le total de votre séjour au moment où vous faites votre application dépassera 24 mois, je sais pas moi, si vous appliquez pour un visa visiteur même de 6 mois alors que vous avez déjà passé 18 mois en Nouvelle-Zélande, bon, bah, du coup, vous tomberez là-dessous, enfin plus ou moins 18 mois et un jour. Vous tomberez là-dessous, donc vous devrez aussi fournir un casier judiciaire. Mais par exemple, typiquement pour les visas de travail, vous devez fournir des casiers judiciaires. Et vous devez fournir des casiers judiciaires pour tous les pays où vous avez vécu plus de 5 ans depuis vos 17 ans dans le cadre d'une demande de visa temporaire. Et pour tous les pays où vous avez vécu plus de 12 mois dans les 10 dernières années dans le cadre de visa de résidence. Et le casier judiciaire, bien qu'il soit gratuit pour les Français qui ont toujours vécu en France, voilà, et qui, du coup, c'est pas particulièrement pertinent, mais si vous avez vécu, par exemple, je sais pas moi, en Australie ou au Canada, ce sont des demandes qui sont payantes. Donc, du coup, il faut prévoir potentiellement ces frais-là. Si vous devez faire évaluer vos diplômes par le NZQA, c'est une démarche qui coûte à peu près 450 $. Voilà, une fois de plus, je vous conseille de vraiment être sûr qu'il vous faille l'équivalence. Donc, n'hésitez pas à réserver une consultation. Vous allez la payer 185 $ versus possiblement 450 que vous pourrez économiser. Donc, c'est un calcul qui peut être rentable, d'autant qu'on ne parlera pas que du NZQA. Donc, voilà, c'est quelque chose à envisager. Et le dernier gros poste de frais, c'est l'accompagnement par un professionnel. Donc, évidemment, si vous vous faites accompagner, bon, ben, voilà, cet accompagnement a un coût. Comme Tatiana vous le disait, c'est pas obligatoire du tout de se faire accompagner, mais dans certains cas, pour certaines personnes, ça peut être intéressant, voire voilà, nécessaire. Euh, Dans ce cas, effectivement, bah, l'accompagnement, en fait, on a des grilles de tarifs. Donc, par exemple, pour un visa accredited employer, on est sur un tarif de 1550 $, auquel du coup s'ajoute le reste des frais voilà, dont je vous ai parlé plus haut. Donc c'est quand même un budget, mais qui peut vous apporter beaucoup de sérénité. Donc une fois de plus, c'est à vous de voir si c'est un calcul qui est rentable pour vous ou pas. Euh, voilà. Si vous ajoutez évidemment partenaire, enfant, etc., le tarif augmente. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu une petite idée. Donc, l'immigration de Nouvelle-Zélande, pour résumer, c'est pas gratuit, tout est payant dans le processus d'immigration, donc il faut quand même prévoir un budget un peu conséquent. Même si vous ne vous faites pas accompagner, vous aurez quand même pas mal d'argent à débourser. Voilà, donc bah, voilà, sur la side, on a mis au moins 1000 $ pour une personne, mais voilà, ça peut quand même vite monter selon aussi le type de visa pour lequel vous postulez. Ça peut quand même monter assez rapidement. Pour la durée du process, bah, comme on vous l'a un peu dit, il faut prévoir oui, au moins 2 mois, ça c'est vraiment le minimum quand tout se passe très très bien. Et voilà, quand tout se passe un peu moins bien, que ça dépend de vous ou pas, hein, il faut prévoir 4, 5, 6 mois des fois. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas anticiper. Je vous conseille de viser la durée voilà, la plus longue dans vos démarches. Si vous voulez postuler pour un visa, vous y prendre 5-6 mois à l'avance, c'est déjà bien quand même. Ça vous permet quand même d'avoir le temps d'anticiper les aléas. Voilà, je crois que j'ai terminé et que c'est Tatiana qui va prendre le relais jusqu'à la fin. Alors là, je reprends ma casquette RH. Alors oui, bah, on a bien parlé des détails techniques hein, de ce visa, mais vous devez certainement vous demander, mais comment je fais moi pour trouver un travail? C'est bien gentil tout ça, mais eh bien oui, ben, il va falloir chercher. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il va falloir chercher, sachant que le marché néo-zélandais est probablement un peu plus facile d'accès, on va dire, que ce qu'on peut connaître en France. Alors déjà, bah, pour commencer de manière simple, hein, vous avez des sites de recrutement standard en France qui s'appellent Seek, notamment, le premier que j'ai mis sur la liste là. Et ensuite, Trade Me Jobs. Alors, de manière générale, je préfère Seek parce que c'est plus généraliste, mais Trade Me Jobs, ça peut être intéressant pour ceux d'entre vous qui ont comment on dit, des formations en ce qu'on appelle trades, type plomberie, électricien, ce genre de job. Ça peut être assez intéressant. Ou peut-être moins qualifié, type housekeeper en hôtel ou réceptionniste.
Mais Seek, c'est quand même la référence. Ensuite, il y a aussi Indeed, que vous connaissez peut-être, et puis évidemment LinkedIn. Alors LinkedIn, moi, je m'en sers beaucoup aussi. Enfin, je m'en sers beaucoup. En fait, je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais j'en parle beaucoup. LinkedIn, on s'en sert beaucoup, surtout pour aller networker, pour aller rencontrer des gens en ligne dans le domaine qui vous intéresse. Ensuite, il y a un site qui s'appelle Careers en Nouvelle-Zélande. Alors, ce site-là, c'est une mine d'or qui a tout plein de conseils sur la recherche d'emploi et ça commence par comment je vais faire mon CV. Comment je vais faire mon CV et qui va vous donner aussi plein de pistes sur les entrées dans les professions sur n'importe quel type de poste. Par exemple, électricien, je dis n'importe quoi. Ça va vous donner les itinéraires de formation possibles, la rémunération possible, la carrière possible, des options de recrutement aussi. C'est vraiment un super site hyper complet. Ça va vous donner des infos aussi sur la culture en Nouvelle, enfin, la culture d'entreprise en Nouvelle-Zélande. Très intéressant ce site internet. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Ensuite, en Nouvelle-Zélande, peut-être ce qui peut être assez différent de ce qu'on peut connaître en France métropolitaine, c'est les candidatures spontanées. Il ne faut pas hésiter à aller faire du porte-à-porte. Ça, c'est le bullet point d'après, mais en fait, c'est pareil, spontané, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller envoyer votre CV en direct aux entreprises qui vous intéressent, à contacter les gens, à aller faire du porte-à-porte. Oui, oui, du porte-à-porte, c'est bien ça. Aller par exemple dans les hôtels ou les cafés ou les opérateurs de tourisme sur la plage, là. Voilà, un peu partout. Et puis évidemment, vous avez toujours la possibilité d'aller et participer à des événements, typiquement avec la Chambre de commerce française en Nouvelle-Zélande, qui organise très régulièrement des événements. Ça peut être sympathique pour aller rencontrer du monde et du coup en profiter pour... Alors, faut pas être lourd, hein, en disant c'est pas le sujet, mais ça peut être intéressant pour aller rencontrer du monde et donc étendre votre réseau. Et enfin, il y a beaucoup de groupes Facebook en Nouvelle-Zélande, français ou pas français, hein, francophones ou pas francophones, qui peuvent être vraiment intéressants. Alors souvent, vous pouvez chercher des groupes Facebook dans la ville qui vous intéressent. Éventuellement rajouter la petite touche française en mettant, je sais pas moi, les Français à Napier ou Français, par exemple, nous, chez nous, là où on habite, on a les Français à Wanaka. Ça peut être très intéressant aussi. Il y a souvent des gens qui publient des offres de postes là-dessus, ou alors vous pouvez demander si quelqu'un a un job pour vous, et puis il y a des chances que quelqu'un vous réponde. Euh, donc nous, on peut vous accompagner là-dessus. Comme je vous l'ai dit, j'avais un profil de DRH et de gestionnaire d'entreprise auparavant, et aussi gestion finance. Donc, je peux vous aider sur la préparation, en fait, sur tous les aspects de la recherche d'emploi. Alors, attention, je le précise quand même que je ne suis pas recruteuse, hein, donc je ne vais pas vous trouver un emploi, mais je vais vous guider. Donc, je peux commencer déjà par revoir votre CV, vérifier qu'il est bien écrit à la façon néo-zélandaise, qu'il n'y a pas de typo, enfin, d'erreur partout qui soit présentable en fait, qui soit présentable. Pareil pour vos lettres de motivation. Alors on dit votre lettre de motivation, mais en fait en vrai vous devriez en avoir plusieurs en fonction du poste. Euh, Évidemment, je vous donne des conseils généraux sur la recherche d'emploi en Nouvelle-Zélande. Et après, je peux vous accompagner sur la préparation aux entretiens d'embauche. C'est-à-dire que quand vous avez un entretien là, qui se profile à l'horizon, bah, je peux vous aider à vous préparer, notamment par exemple vous faire passer un entretien blanc en anglais. Je vous préviens, je suis un peu dure en entretien. Euh, vous donner effectivement des conseils spécifiques à votre secteur d'activité et puis vous proposer quelques listes, enfin, pardon, vous proposer quelques offres d'emploi ou d'entreprises qui peuvent être intéressantes pour vous. Évidemment, sans garantie que ça va fonctionner, mais ça peut vous donner des pistes au moins de contact. Et puis vous verrez qu'en Nouvelle-Zélande, on se fait un contact et puis en fait, ça peut très vite amener à autre chose. Donc, faut pas se laisser abattre quand on se prend des rejets, parce qu'en fait, on peut assez rapidement se dire ah bah tiens, celui-là, je l'ai pas pris pour ce poste-là, mais en fait, ah bah tiens, tu me dis que tu as besoin de recruter quelqu'un sur ce profil-là, bah il se trouve que j'en ai eu un entretien où j'ai vu son CV passer et pour nous ça allait pas, mais peut-être que pour toi ça pourra passer. Euh, voilà, donc on peut quand même assez facilement se faire des contacts en postulant, même si on se fait rejeter au début.
En fait, la manière dont j'opère sur cette partie-là, sur la partie recherche d'emploi, c'est que je commence par une consultation où en fait je vous demande de m'envoyer d'abord votre CV en anglais. Alors je peux vous le traduire, hein, votre CV, mais bon, ça coûte cher. Autant que vous le fassiez vous-même ou que vous demandiez un traducteur agréé. Donc, je vous demande effectivement de m'envoyer votre CV et éventuellement une lettre de motivation si vous avez déjà un poste en tête, où en fait on va discuter un peu de vos motivations en Nouvelle-Zélande, de votre parcours professionnel, et puis ensuite, bon, vous conseiller hein, de manière générale. Et puis par la suite, si vous décidez de pousser un peu avec mon assistance, alors dans ces cas-là, on a un taux horaire en place où je vous accompagne sur votre recherche. Voilà, donc tout ça, c'est sur le site. Alors, on n'a pas mis le lien, mais c'est sur le site de New Zealand Services dans la partie boutique, boutique en ligne. Vous trouverez ce service-là. Ah bah voilà, c'est tout. C'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, on va peut-être passer à vos questions si vous en avez eu. Marie va pouvoir nous dire ça. Oui, on a des questions. Merci les filles. Déjà, où trouver une liste exhaustive de la Green List et des professions recherchées? Tu veux répondre, Julie? Je vais répondre sur le site de l'immigration, en fait, tout simplement en tapant Green List sur le site, ou alors depuis Google, hein. Je pense que si vous tapez Green List Immigration New Zealand, vous allez tomber directement dessus. Et la liste sur laquelle vous allez tomber est déjà exhaustive, mais en fait, vous pouvez filtrer voilà, par profession, par secteur. Voilà, c'est possible qu'il n'y ait pas tout directement. Enfin, vous pouvez en tout cas filtrer ou alors juste faire dérouler la liste. Voilà, vous avez déjà tout là. Merci. On a quelqu'un qui nous demande s'il n'y a plus de test d'anglais pour l'ANZCSE. Enfin, mon accent, je ne fais SCO. aucun effort. Ouais, de niveau 2. Monsieur Tourangeau, je vous ai déjà vu, il me semble, en consultation. Euh, je ne crois pas vous avoir dit qu'il fallait un test d'anglais pour l'ANSCO niveau 2. En fait, c'est seulement à l'époque où je vous ai vu, en tout cas, c'était pour la résidence qu'il fallait un test d'anglais. Et du coup, c'est toujours le cas si vous voulez demander la résidence. Mais pour appliquer pour un visa de travail, voilà, pour appliquer pour un visa de travail pour un poste de niveau 2, vous n'avez pas besoin de test d'anglais, non. Est-ce que, tu as répondu, mais juste pour clarifier, tout ce qui est médical doit se faire obligatoirement en Nouvelle-Zélande? Je vais en laisser un peu pour Tatiana, quand même. Ok. Non, pas obligatoirement, mais ça dépend de où vous êtes géographiquement. En fait, sur le site de l'immigration, il y a une liste de cliniques accréditées où il faut aller impérativement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller juste au cabinet du coin. Il faut regarder d'abord sur la liste et en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, bah, vous aurez, en général, il y en a un, mais il y a des cliniques, mais vous voyez sur la liste où vous êtes géographiquement et ce qui est le plus pratique pour vous, sachant qu'il faut impérativement aller dans une de ces cliniques-là, qui sont listées sur le site de l'immigration. Qu'en est-il des enfants en bas âge, pas encore scolarisés? Quel type de visa et de coût? Alors, pour les enfants les plus jeunes, en dessous de 5 ans, on va dire en dessous de 4 ans et demi, vous allez sur des visas de visiteurs parce qu'en fait, l'école en Nouvelle-Zélande n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Mais on peut rentrer à l'école à partir de 5 ans. Pour des enfants plus jeunes que 4 ans et demi, ils vont sur des visas de visiteurs qui leur permettent d'aller à la crèche, d'avoir une nounou, d'aller à la garderie. Mais il n'y a pas d'école encore, ça n'existe pas. Le concept de maternelle n'existe pas en Nouvelle-Zélande. Donc, ce sera sur un visa de visiteur. Et en termes de coûts, on vous a déjà parlé hein, des visites médicales. Évidemment, il n'y a pas d'extrait de casier judiciaire à fournir pour un enfant. Mais il y a visite médicale et le coût du visiteur visa, alors ça dépend de là où vous êtes, ça va être soit 211, soit 246 dollars à payer à l'immigration. Merci, Tatiana. En parlant d'école, est-ce que les écoles sont payantes pour les enfants de 7 à 15 ans? Alors, en principe, quand vous êtes sur un visa d'enfant dépendant, d'un dependent child, et que votre parent, et que le père ou la mère a un visa de travail,
En principe, l'école, c'est système public. Ou alors, vous pouvez aller dans le privé si vous voulez, hein, mais c'est système public. Donc, a priori, l'enfant serait sujet aux frais domestiques et non pas aux frais internationaux. Attention, si vous souhaitez envoyer votre enfant en Nouvelle-Zélande pour étudier par lui-même ou elle-même, là, pour le coup, il serait sujet aux frais internationaux qui sont donc beaucoup plus chers. Attention également, si votre enfant est en visiteur visa, juste le temps là que vous vous installiez, que vous postuliez pour vos visas de travail, etc. En tout début, là, si vous êtes sur des visas de visiteurs et que vous voulez mettre l'enfant pour quelques semaines à l'école pendant ce temps, ils seront aussi a priori sur des frais internationaux. Mais sur une situation standard où vous avez un visa de travail et votre enfant a un visa de dépendant, en principe, il est sur des frais domestiques et non pas internationaux. Donc des frais potentiellement assez bas s'il est dans le système public ou alors élevés s'ils sont dans le privé. Voilà. Merci. Comment prouver qu'on est qualifié, par exemple, un diplôme traduit en anglais ou autre? Bon, vas-y, Julie, t'en as déjà parlé, je te laisse répéter. Pour prouver que vous êtes qualifié, oui, si vous passez par le diplôme, du coup, et pas par votre expérience, vous devrez traduire votre diplôme. Dans certains cas, si votre diplôme n'est pas, enfin, est en dessous de la licence, vous devrez aussi faire une équivalence. Et du coup, il y a une vraie différence entre traduction et équivalence. Une traduction, c'est un simple passage du français à l'anglais, et une équivalence, c'est un processus voilà, qui se fait par le biais du NZQA et qui va vraiment viser à déterminer le niveau de votre diplôme par rapport à l'échelle des diplômes néo-zélandais. Donc, on n'est pas du tout sur le même type comment dire, voilà, de processus. Et si vous devez simplement traduire votre diplôme, il faut le faire traduire par un traducteur agréé. Merci. Est-ce que tu peux nous redire la durée maximum du visa? Oui, le visa, si vous avez un poste qualifié, il est de maximum 5 ans. Et si vous avez un poste non qualifié, le premier visa est de 2 ans et vous pouvez le renouveler pour 1 an, ce qui fait un séjour au total d'une durée maximum de 3 ans. Où peut-on trouver les critères pour sa profession dans la green list? En fait, dans la green list, quand vous cherchez votre profession, vous pouvez en fait dérouler, il y a une petite flèche, voilà, un petit menu déroulant à côté du nom du poste. Et en dessous, vous avez les critères du coup qui sont spécifiques à ce poste, voilà, dans la green list. Bonjour, doit-on forcément postuler en étant en Nouvelle-Zélande ou peut-on le faire depuis l'étranger? Ça, vous pouvez le faire depuis l'étranger. Sachant que Euh, l'objectif, enfin, comment dire, l'enjeu pour vous, ça va être de trouver une offre d'emploi. Et donc, du coup, si Hmm. vous avez trouvé une offre d'emploi en étant à l'étranger, alors du coup, vous pouvez postuler de l'étranger. Je ne sais pas ton expérience, Tatiana, mais c'est vrai que la mienne, en tout cas, c'est que c'est quand même plus facile de trouver du travail quand on est sur place parce que la Nouvelle-Zélande Oui, étant ce qu'elle est, c'est un petit marché. Je pense que les employeurs ont quand même besoin de voir les gens. C'est peut-être culturel. oui. Enfin, en tout cas, c'est pas aussi facile de trouver du travail de l'étranger que ça l'est quand on est sur place. C'est pas non plus forcément un fleuve tranquille quand on est sur place, mais en tout cas, enfin, moi, je pense que j'ai 95% de mes clients qui Hmm. finissent par aller en Nouvelle-Zélande pour trouver du travail parce que de l'étranger, ça n'a pas marché. Sur le principe, vous pouvez postuler de l'étranger, par contre. Bonjour, je suis dans le domaine des RH, donc ressources humaines. Est-ce que généralement les postes dans ces domaines sont en emploi qualifié et existe-t-il des conditions particulières? Ça va dépendre de votre niveau d'expertise, évidemment. Plus vous êtes sur des niveaux managériaux, plus vous avez une chance d'être considéré comme étant hautement qualifié, donc en ANSCO 1, 2, 3. Moins vous l'êtes et forcément plus bas vous le serez. Typiquement, je sais pas moi, un HR coordinateur qui va avoir quand même un peu un rôle de soutien et de conseil pourrait potentiellement être considéré en ANSCO 1, 2, 3. Par contre, quelqu'un qui fait, je sais pas moi, des tâches de compilation de timesheets pour préparer la paye, là pour le coup, ça va être de l'ANSCO 4 ou 5. Voilà. Concernant le recrutement d'enseignants en Nouvelle-Zélande, quelle est la situation et le besoin?
Les enseignants qualifiés, donc dont le diplôme va être reconnu par l'ordre des enseignants en Nouvelle-Zélande, sont donc en demande parce qu'ils figurent sur la Green List. Par contre, le système éducatif en Nouvelle-Zélande est différent et surtout le système de recrutement des enseignants est différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un mode de fonctionnaire. Ça n'existe pas. On est sur des contrats temporaires. Enfin, non, pardon, pas temporaires. Pas forcément temporaires, ça dépend. Mais on n'est pas sur un emploi à vie, quoi. Donc, on est sur un métier dont, a priori, si vous avez le bon diplôme et qu'il est reconnu par l'ordre des enseignants, pourrait potentiellement être sur la green list. Donc, vous ouvrirez la voie vers la résidence soit immédiatement, soit après 2 ans. Euh, mais en revanche, il faut bien chercher un poste et ça n'est pas sur du fonctionnaire, c'est un poste lambda, quoi. Oui, et pour les enseignants, c'est comme Tatiana l'a mentionné, c'est important de préciser qu'il faut être inscrit en fait au board des enseignants et l'inscription au board des enseignants en soi, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Enfin, je veux dire, avant de chercher un poste en tant qu'enseignant, c'est bien quand même de vous renseigner sur Ouais, comment vous pouvez obtenir votre licence pour être enseignant en Nouvelle-Zélande auprès du ouais. Teaching Council. Est-ce que si l'on a déjà une équivalence avec un diplôme canadien dans le secteur médical, on doit repasser une équivalence en Nouvelle-Zélande? Ça, je pense que c'est un petit peu Euh, trop spécifique hmm, pour qu'on y réponde. En fait, les professions médicales font l'objet aussi d'une inscription avec leur propre board. Donc, toutes les ouais, professions médicales, en fait, ont leur propre ordre. Et du coup, de ce fait, chaque ordre a ses propres prérequis, critères voilà, d'admissibilité. Et donc, du coup, voilà, il faudrait que vous vous renseigniez directement auprès du board voilà, pertinent pour savoir si votre diplôme doit faire l'objet de plus qu'une équivalence auprès du board même et s'il faudra que vous repassiez des modules médicaux. Enfin, ça peut arriver dans certains cas. Merci. Je pose encore deux, trois questions et après, je vous laisserai prendre les coordonnées et envoyer vos questions par email ou prendre des consultations. Après un visa de 5 ans suite à un poste qualifié, comment demander la résidence et est-ce que si une personne de la famille l'obtient, est-ce que c'est applicable pour toute la famille? Alors, la résidence, oui, en fait, c'est contrairement au visa temporaire, un visa de résidence, c'est une demande par foyer. Donc, ça dépend ce qu'on entend par famille, bien sûr. Vous ne pourrez pas ajouter vos parents et vos frères et sœurs, mais c'est applicable à un foyer, donc parents-enfants. Et dans ce cas, si l'un l'a, en général, Ok. Euh, Bonjour, je réagis à la question. Si nous ne sommes pas présents sur le territoire, avec quel visa, comment peut-on trouver un travail sur place? hmm, je te laisse la Tatiana. bon, alors ça, il vaut mieux en parler en consultation parce que c'est un sujet qui est très personnel et qui va vraiment dépendre de vos circonstances individuelles. Il n'existe pas, en fait, pour la faire claire, il n'existe pas de visa qui soit spécifique à la recherche d'emploi. Donc, pour pouvoir venir en Nouvelle-Zélande, pour venir chercher un emploi, il faut venir visiter. Donc, il faut venir découvrir le pays et puis bah, éventuellement en profiter pour faire du tourisme. Mais ça, c'est vraiment une question personnelle parce que chaque personne a des circonstances individuelles et il se peut qu'un visa de visiteur ne soit pas approprié pour vous et qu'il faille passer par un autre type de visa qui soit plus approprié à vos circonstances. Mais de manière générale, sachez qu'il n'existe pas de visa en tant que tel qui permette la recherche d'emploi, sauf éventuellement si vous avez déjà reçu des offres d'entretien par des employeurs où il y a effectivement spécifiquement un visa pour ça. Mais pour ça, il faut pouvoir être en capacité de prouver que vous avez déjà été sélectionné pour des entretiens. Mais sinon, il n'existe pas de visa spécifique pour venir chercher du taf ou du boulot. Donc là, pour le coup, je vous engage à en parler en consultation. Merci. Juste pour info, pour répondre à Valérie, qui se reconnaîtra, j'ai bien reçu votre demande par message et je l'ai transmis
à Ariane Meneux, donc qui est spécialiste de l'éducation et qui vous fera un retour par email parce que c'est vraiment une demande spécifique, donc on ne pourra pas répondre à votre question en live. Et je Euh, voudrais juste, Marie, je voudrais juste, avant que tu ouais, conclues, répondre à une question aussi. ouais, La question de Karine sur la garde de votre fils. Donc, pour les familles monoparentales, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais l'obtention d'un visa pour vos enfants dans le cadre d'un visa temporaire, c'est pas particulièrement compliqué. Disons qu'une simple lettre de l'autre parent signée devant un avocat peut suffire pour obtenir un visa temporaire. Si vous avez la garde exclusive accordée par le tribunal, oui, ça fonctionne. Euh, Par contre, au moment de la résidence, si vous n'avez pas la garde exclusive qui vous a été accordée par le juge des affaires familiales, vous ne pourrez pas inclure votre enfant dans votre demande de résidence. Et donc, vous ne pourrez pas non plus en fait appliquer pour la résidence, puisque si vous immigrez avec votre enfant et que votre enfant a un visa d'enfant dépendant qui est lié au vôtre, si vous voulez, au moment où vous allez demander la résidence, votre visa sur lequel votre enfant est relié va devenir caduc, et donc du coup, votre enfant ne sera plus lié à personne. Donc de ce fait, en fait, vous ne pouvez pas demander la résidence avec un enfant sans inclure votre enfant, et vous ne pourrez pas inclure votre enfant si vous n'avez pas une décision du tribunal. Donc du coup, c'est quelque chose quand même à envisager bien en amont avant de partir de votre pays d'origine. Donc pour répondre à votre question, Karim, il vous faut une demande, une décision du tribunal uniquement pour la résidence, mais c'est quand même quelque chose à prévoir avant si vous avez l'intention d'immigrer de façon pérenne. Oui. merci Julie. Pour tous ceux qui seraient intéressés, on fait un live éducation le 15 août. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur notre Facebook ou notre LinkedIn, pardon, avec Ariane Menu et Martine Strachan. Donc, ils sont toutes deux nos spécialistes éducation. Et sinon, bah, je vous remercie les filles pour ce live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur envoyer un email ou à prendre rendez-vous directement sur notre site internet, rubrique consultation immigration. Merci Marie, merci Julie, et merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée ou bonne journée, en fonction de où vous êtes dans le monde. Au revoir. Au revoir.